La rédaction ce lundi 8 mai, Bipac, c'est notre partenaire Edgar Schotz, notre invité. À tout de suite. Elio du Repos, bonjour. Bonjour. Yann Yambon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Merci. Bichara Kader, merci d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Avec plaisir. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup Maggie de Bloc. Avec plaisir. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Hourault, bonjour. Bonjour. François Verga, bonjour. Bonjour. Alain Grèche, bonjour. Bonjour. Marcel Sel, bonsoir. Bonsoir. Zakia Katabi, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction. L'édition de la rédaction. Et on démarre donc tout de suite avec notre partenaire du lundi. Ce lundi 8 mai, donc c'est Bipac. C'est notre invité Edgar Schotz. Bonjour. Bonjour Tariq. Alors, au menu de notre partenariat, le populisme qui gagne du terrain. Et pour planter le décor, Edgar Schotz, je vous demande tout d'abord de porter votre casquette d'analyste politique et de commenter pour nous, si vous le voulez bien, le résultat des élections en France. Macron élu avec 66% des voix. Une plutôt bonne nouvelle pour les Français. Oui, en effet, je vais pas évidemment rajouter énormément de choses par rapport à ce que Pascal Delouit vient de dire. Je pense qu'il est important dans ce qu'il a dit, notamment de retenir à quel point ces chiffres peuvent être trompeurs puisqu'ils masquent une partie de plus en plus grande de la population qui ne va pas voter, voire ne s'inscrit même pas sur les registres électoraux. Et donc on a un pays qui d'une certaine façon est encore plus divisé que ce que les chiffres n'indiquent. Ceci dit, il va de soi qu'à Bipax on se réjouit que les scores qui à un moment avaient été annoncés pour Marine Le Pen qui frisait, voire dépassait les 40%, n'ait pas été atteint. Ça reste une bonne nouvelle. Vous venez d'évoquer le Front National Marine Le Pen qui a récolté donc 36% des voix, près de 11 millions d'électeurs, l'équivalent de tout notre pays, la Belgique. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait beaucoup et beaucoup trop, même si on peut s'interroger sur la nature de l'adhésion à ce vote. Qu'est-ce qui le motive, en particulier depuis le changement de ligne du Front National de parti qui économiquement était vraiment néolibéral sous la férule de son père Jean-Marie, est devenu un parti qui, en termes économiques, s'inspire assez souvent, en tout cas sur certaines thématiques, de thématiques de gauche plus ou moins radicales. Et donc on peut se demander dans quelle mesure c'est la xénophobie qui était le moteur principal du vote, ou au contraire un refus de l'Europe, un refus plus largement du système, des élites, des inégalités économiques. Ça, il faudra évidemment interroger plus tard les électeurs pour s'en faire une idée plus précise. Justement, Edgar Schotz, je m'adresse à Edgar Schotz, chargé de projet chez Bipax. 11 millions de personnes qui auraient voté pour le Front National, qui auraient ou pas des idées xénophobes, ou alors c'est juste un refus de voter Macron. Comment est-ce qu'une association comme la vôtre pourrait parler à cet électorat pour leur dire voilà, que la xénophobie n'est pas une réponse à toutes les politiques qui seraient menées par d'autres politiques, que ce soit Macron ou d'autres pays d'ailleurs? Je pense qu'il y a un vrai enjeu qui est visible dans toutes les élections qu'a connues le monde occidental récemment. Je trouve que d'une certaine façon, ce qu'on a vécu hier est une réplique de Trump contre Clinton, avec une victoire qui va dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on oppose d'une certaine façon ce que la philosophe américaine Nancy Fraser appelle un néolibéralisme progressiste à un populisme autoritaire ou conservateur. Et c'est probablement le fait que ce soit uniquement les candidats libéraux qui portent une certaine ouverture d'une certaine manière à la diversité, à l'inclusion, qui pose problème. Donc il faudrait pouvoir créer un mouvement, me semble-t-il, qui satisfasse aux demandes légitimes en matière socio-économique d'une partie de l'électorat Front National, qui arrive à expliquer en quoi leur problème économique n'est en rien lié aux étrangers et qui, en même temps, est cette politique d'inclusion, d'ouverture à la diversité, etc. C'est vraiment, je pense, cette alternative infernale dans laquelle on est coincé de plus en plus entre néolibéralisme progressiste d'une part et populisme conservateur de l'autre, qui fait qu'une partie des gens en fait ne se retrouvent plus dans l'offre. On voit bien, à mon avis, la majorité des gens qui sont allés voter hier ont voté contre un candidat plus que pour le candidat pour lequel ils ont effectivement voté. Alors le score de Marine Le Pen est historique, elle a d'ailleurs cessé de le répéter hier soir. Le Front National constitue-t-il pour autant une force politique majeure en France, ou est-ce que c'est un peu exagéré de le penser finalement? Non, c'est clairement une force majeure. Donc c'est en effet leur premier score au-dessus des 30%, mais on se souvient qu'aux européennes, ils étaient aussi le premier parti de France. Donc oui,
je pense que Marine Le Pen est légitime quand elle dit qu'elle constitue la première force d'opposition au gouvernement Macron, et c'est évidemment regrettable. D'un autre côté, on peut lui reconnaître que elle constitue à peu près le symétrique parfait de Macron. Ils ne sont d'accord sur rien. Ça s'est vu lors du débat. Là où il peut y avoir, que ce soit au Parti Socialiste ou chez les Républicains, des points de convergence, des points d'alliance possibles avec le programme de Macron, du côté du Front National, on est dans l'inverse exact. Alors, vous l'avez dit, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a gagné, mais plutôt Marine Le Pen qui a perdu, tout en faisant tout de même gagner des points aux mouvements populistes qui font fureur en Europe notamment. Votre avis là-dessus? Oui, ça n'est que la énième étape. On a eu la présidentielle autrichienne gagnée de peu par un verre contre quelqu'un d'extrême droite. On a eu très peur d'une victoire de Geert Wilders aux Pays-Bas. On sait bien ce qu'il en est en Hongrie et en Pologne, où là, des partis qui seraient chez nous qualifiés d'extrême droite sont clairement au pouvoir avec des majorités importantes. Il y a vraiment une lame de fond contre laquelle on a de temps en temps des victoires, comme aux Pays-Bas il y a quelques semaines ou hier en France, mais on sent bien que le mouvement n'est malheureusement pas prêt de s'arrêter, et il ne s'arrêtera à mon avis pas tant qu'il n'y aura pas une prise en compte pour le dire comme ça, des aspirations des perdants de la mondialisation. Ces gens qui font un trait d'union ou tracent un signe d'égalité entre mondialisation et diversité, pour le dire comme ça, et qui économiquement sont les perdants de la mondialisation. Donc tant qu'on ne répond pas de façon réelle et cohérente à leur sentiment de déclassement, qui n'est pas qu'un sentiment d'ailleurs, et à leur affaiblissement socio-économique, je pense qu'on est condamné à ce dilemme infernal entre néolibéralisme progressiste et populisme autoritaire. Alors finalement, Edgar Chess, on a l'impression qu'il y a une grosse pression sur les épaules d'Emmanuel Macron. S'il ne réussit pas son pari pour les 5 prochaines années, on pourrait voir Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre du Front National ou du futur Front National, puisqu'il va changer un peu, qui pourrait prendre le pouvoir en France. Oui, bon, là, je ne suis évidemment pas Madame Irma. Je pense qu'il ne réussira pas son pari, puisque, voilà, au fond, sa politique et ses opposants lui ont suffisamment reproché, mais à juste titre, est essentiellement la poursuite de la politique de François Hollande. Elle ne répondra pas aux aspirations de ces perdants de la mondialisation. Ils seront encore un peu plus frustrés dans 5 ans. Maintenant, je pense qu'il y a, enfin, on l'a vu, me semble-t-il, assez nettement lors du débat, il y a une telle absence de projet, une telle haine au Front National que malgré tout, aussi déçu et affaibli puisse-t-il se sentir, je pense qu'il restera encore dans 5 ans une majorité d'électeurs qui ne voteront pas pour le Front National. Mais c'est pas rassurant. Il faut, plutôt que d'espérer qu'ils ne votent pas pour le Front National, il faut espérer qu'ils puissent voter pour quelque chose ou quelqu'un qui leur propose un projet concret. À cet égard-là, on peut espérer aussi que le mouvement de Mélenchon, avec toutes les critiques qu'on peut lui adresser par ailleurs, puisse capter une partie de ces déçus dans la construction d'un projet plus positif et plus inclusif, même si ça n'est pas... on reste en France, et donc l'inclusion n'est pas toujours le point fort d'un candidat ou d'un autre. Alors revenons chez nous concernant le populisme en Belgique. En dehors du PP de Modric Adem, il n'y a pas eu de soutien attitré à Madame Le Pen, mais cela ne veut pas dire pour autant que cela va mieux chez nous. Oui, quand vous dites en Belgique, c'est en Belgique francophone, parce que du côté flamand, le Vlaams Belang est évidemment très proche de Marine Le Pen et remonte dans les sondages. Non, la Wallonie et Bruxelles sont étrangement ou pas, mais depuis plusieurs dizaines d'années, tout à fait vaccinés contre cette montée importante que connaissent à peu près toutes les autres régions d'Europe de l'extrême droite ou du populisme autoritaire. Il est vraisemblable que une partie du vote populaire restait par fidélité au PS, et maintenant il semble aller vers le PTB. Donc on est dans une autre forme de populisme, mais qui n'est pas un populisme raciste, xénophobe et d'extrême droite. Tout ce qu'on peut dire, c'est pourvu que ça dure. Mais justement, on se pose la question, certains se disent que c'est un peu grâce, entre guillemets, au cordon sanitaire qui existe en Belgique francophone. Il y a très peu de visibilité médiatique pour ces partis d'extrême droite, et du coup, pas de place aussi dans les tribunes politiques. Est-ce que ce serait une piste qui expliquerait justement pourquoi est-ce que Bruxelles et la Wallonie est un peu épargnées, comme vous l'avez dit? Je pense pas que ce soit ça. Je pense que ça tient plus à des caractéristiques sociologiques, à l'encadrement qu'offrait et qu'offrent encore les structures politiques et associatives belges, parce que le cordon sanitaire, en fait, ça ne tient
que le temps que ça tient. Autrement dit, tant que l'extrême droite reste faible. Quel sens ça aurait aujourd'hui de mettre un cordon sanitaire en France contre un parti qui fait 33%? Enfin, j'ai dit, très légitimement, il crierait au déni de démocratie. Donc, on peut, et je suis d'avis qu'il faut continuer à le maintenir, ce cordon sanitaire en Belgique francophone. Mais si jamais on a un parti d'extrême droite qui dépasse les 10 ou les 15%, ça deviendra tout à fait intenable. Peut-être encore une question, une dernière. Elle s'adresse à Edgar Scholz, le spécialiste du complotisme. Certains ont vu un lien entre le Macron Leaks et le piratage dont avait été victime Hillary Clinton. Alors, théorie complotiste ou véritable piste d'après vous? Alors, le propre des théorie du complot, c'est qu'elle porte sur des questions qui sont irrésolues, sur lesquelles il y a débat à propos et là, en l'occurrence, on n'a pas assez d'informations. Donc, c'est une théorie tout à fait respectable, mais qui n'est absolument pas prouvée. Donc, pour le moment, c'est une question de foi, en fait, en fonction de votre vision du monde. Vous allez croire que c'est ça, que c'est Poutine qui tire toutes les ficelles derrière tout, ou vous allez dire, non, ce sont deux choses tout à fait séparées. La vérité, pour le moment, ça pourrait changer, c'est qu'on n'a tout simplement pas assez d'informations. Mais c'est crédible comme récit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais il est crédible que d'une façon ou d'une autre, le Kremlin soit lié à ces deux opérations. Il est tout aussi possible que ça ne soit pas le cas. Peut-être le mot de la fin, Edgar Scholz, ça rappelle aussi vis-à-vis de Bipax. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'il y a pas mal de... Enfin, le travail des associations sur le terrain est aussi à saluer. C'est peut-être aussi un message pour conclure. Oui, absolument. Moi, je suis toujours frappé de... Alors, c'est naïf d'une certaine façon, mais en ce qui concerne, par exemple, le ressentiment ou la gêne que beaucoup de nos concitoyens éprouvent par rapport au port du foulard, il n'y a rien de tel, et j'en ai dans mes amis, que j'aime quand même bien, il n'y a rien de tel pour eux que d'aller dîner un soir avec une amie qui porte le foulard, qui a fait des études supérieures, qui a l'air tout à fait autonome et émancipée, et pour qui le port du foulard n'est en rien un signe de soumission. Et alors, soit il faut de la bonne volonté citoyenne pour organiser ce genre de rencontres individuelles, soit on peut aussi compter en effet sur les associations pour essayer tout simplement de passer au-dessus du mur de la peur et d'aller voir que derrière les représentations parfois un peu caricaturales qu'on a de l'autre se trouvent des êtres humains en général beaucoup plus complexes et subtils et moins monolithiques que ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'était donc le mot de la fin d'Edgar Scholz, notre invité, notre partenaire de jour, Bipax. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Arabelle. Merci à vous. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition à la rédaction. Je vous rappelle qu'à 13h, votre grand journal en arabe de Mohamed Monder Nemri. Un excellent appétit si vous êtes à table. Elio du Repos, bonjour. Bonjour. Yann Yambon, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Intérieur. Merci encore. Oui, merci. Bichara Kader, merci d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Avec plaisir. Laila Chaïd, je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup Maggie de Bloc. Avec plaisir. Raphaël Lugy, bonjour. Bonjour. Philippe Pourreau, bonjour. Bonjour. François Berga, bonjour. Bonjour. Alain Grèche, bonjour. Bonjour. Marcel Sel, bonsoir. Bonsoir. Zakia Katabi, bonjour. Bonjour. Retrouvez-nous chaque jour dès midi sur Arabelle pour votre édition de la rédaction.